Donc je voudrais vous dire en préambule que les mécanismes du sommeil, ce qui se passe pendant le sommeil, dépend étroitement de ce qui se passe pendant l'éveil. Et en fait, les mécanismes qui président à la régulation du sommeil sont en interaction étroite avec ceux qui président à la régulation de l'éveil. C'est un petit peu comme les deux plateaux d'une balance. D'un côté, il y a l'éveil, de l'autre côté, il y a le sommeil. Et il faut que les deux plateaux s'organisent de façon harmonieuse. Donc les mécanismes du sommeil dépendent de l'éveil. Donc on va voir aussi la façon dont l'éveil influence le sommeil et aussi ce qui se passe pendant le sommeil, notamment l'activité onirique. Et tout particulièrement, qu'est-ce qui organise, qu'est-ce qui préside à l'organisation de toutes ces activités extrêmement complexes. Donc mon exposé se composera en trois parties. D'abord, l'éveil ou le sommeil, qu'est-ce qui va l'emporter au cours des 24 heures de l'éveil ou du sommeil. Ensuite, comment se réalise le sommeil, comment est-il régulé. Vous savez qu'il y a deux états de sommeil principaux, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et enfin, pourquoi sommeil, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on pense de son utilité ou de sa nécessité. Alors, la veille et le sommeil, qui l'emporte, c'est la place du sommeil dans les 24 heures. Comme vous l'avez vu la dernière fois avec le docteur Claude Gronfier, en fait, le sommeil, là on s'adresse, le docteur Gronfier avait parlé de tous les rythmes biologiques, là on s'adresse au sommeil en particulier, et le rythme veille-sommeil est réglé, comme les autres rythmes dont vous avez entendu parler, par des horloges biologiques qui sont des horloges internes, qui sont dans notre organisme, et particulièrement dans le cerveau. Donc voilà une image de cette horloge biologique qui va osciller à son propre rythme, qui a son rythme propre. Et vous avez vu la dernière fois avec le docteur Gronfier que le rythme de l'horloge biologique veille-sommeil était de un peu plus de 24 heures, dans les 24 heures et 30 minutes. Eh bien, ces horloges biologiques, qui ne sont pas réglées sur les 24 heures exactement, sont synchronisées par ce qu'on appelle des synchroniseurs externes, et dont le principal est la lumière, l'alternance lumière-obscurité. Donc ces synchroniseurs externes ajustent le rythme des horloges biologiques un petit peu comme si tous les matins ou tous les soirs, les synchroniseurs externes donnaient le top à l'horloge biologique interne. Et en fait, dans les conditions de vie réelle, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que les horloges biologiques ne fonctionnent pas toutes seules, elles sont tous les jours synchronisées, ajustées, comme un horloger le ferait avec une horloge, ajustée par les synchroniseurs externes. Vous savez que cette horloge biologique, la principale, elle se situe à la base du cerveau, dans un petit noyau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, et donc le principal synchroniseur, c'est la lumière, qui va frapper la rétine et par une voie particulière photique, va aller donner des informations au noyau suprachiasmatique. Alors, les différents synchroniseurs, donc la lumière c'est le plus puissant par l'intermédiaire de la mélatonine, vous avez vu ça la dernière fois, mais il y a d'autres synchroniseurs externes, heureusement d'ailleurs pour les aveugles par exemple, il y a d'autres synchroniseurs externes qui sont la pendule, c'est-à-dire que le fait de voir quelle heure il est vous donne un indice temporel où en sont les synchroniseurs externes, les horaires des repas, par exemple, et la nature du repas. Si c'est un petit déjeuner, bon, votre horloge interne, elle sait que c'est le matin, etc. Il y a aussi, évidemment, le rythme des activités sociales et des activités professionnelles. Et puis, il y a aussi l'exercice physique. Donc, toutes ces activités ou ces donneurs de rythme sont des synchroniseurs qui peuvent aider l'organisme à adapter son rythme biologique sur le rythme de vie des 24 heures, le rythme solaire. En ce qui concerne le sommeil, la place du sommeil sur les 24 heures, eh bien, il dépend étroitement de ces horloges biologiques. Et ce qu'on prendra comme exemple d'horloge biologique, qui est la plus fiable, la plus stable, c'est la température du corps. La température du corps, elle évolue en fonction du jour et de la nuit, avec, vous le voyez en vert, un pic autour de 17 heures, ça c'est pour la moyenne de la population, un pic autour de 17 heures et un creux autour de 5 heures du matin. Et ceci ne dépend pas du fait que l'on dorme ou pas. C'est-à-dire que si on passe une nuit sans dormir, et ça vous est sûrement arrivé, eh bien vous allez voir que
en général, vers 4-5 heures du matin, on a froid. Si on n'est pas là en train de danser et faire la fête, mais si on passe une nuit à veiller, on va voir qu'effectivement, à cette heure-là, 4-5 heures du matin, on a froid. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la température du corps est la plus basse, même si on ne dort pas. C'est comme ça qu'évolue l'horloge biologique de la température du corps. Et elle oscille entre, en gros, 37,5 et 36,5. Il y a à peu près 1 degré, 0,8 à 1 degré, entre le maximum et le minimum. Alors dans la journée, la température est haute et on est actif, donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie, on en dépense et on en fournit, donc tout ça fabrique de la chaleur, donc la température est haute. Et pendant la nuit, au contraire, en principe, on dort, on est calme et la température est basse. Donc où se place ce sommeil naturellement dans ce rythme, dans cette horloge biologique qui est bien synchronisée sur l'alternance jour-nuit? Eh bien le sommeil se place exactement ici, c'est-à-dire que le début du sommeil se fait dans à peu près à moitié de la courbe descendante, vous voyez le début du sommeil, et que le réveil se fait spontanément lorsque la température a commencé déjà à remonter. C'est-à-dire que la température ne remonte pas parce qu'on se lève et qu'on bouge et que donc ça réchauffe. La température a déjà commencé à remonter alors qu'on est encore endormi et que le réveil n'est pas encore provoqué. Donc dans les conditions normales, avec quelqu'un qui est actif le jour, évidemment ça serait différent pour les travailleurs de nuit ou les horaires décalés, les horaires alternés. Pour donc quelqu'un qui travaille dans la journée, qui est bien synchronisé, eh bien le sommeil se situe normalement dans la période du minimum de température corporelle. Et c'est dans ces conditions que le sommeil est optimum. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de sommeil, avec un sommeil optimal, par rapport à cette horloge biologique. Alors la façon dont est régulé ce sommeil est représentée par un modèle qui, a priori, paraît un petit peu compliqué, mais c'est assez simple finalement. Une fois que je vous l'aurai expliqué, je pense que vous aurez compris que ce n'est pas si compliqué que ça n'en a l'air, avec en fait un facteur circadien, c'est-à-dire ça c'est l'horloge biologique, et un facteur sommeil qui est représenté en rouge. Alors il faut se représenter le facteur circadien comme une bande. Ça c'est une bande avec un bord supérieur et un bord inférieur. Et vous voyez, cette bande, elle oscille, l'exemple c'est donc la température du corps, avec, elle est basse la nuit et haute le jour. Alors, lorsque on va se coucher, la courbe rouge représente la pression de sommeil. Lorsqu'on va se coucher, la pression de sommeil est forte, ça veut dire qu'on a sommeil, on a envie de dormir, l'endormissement est facile dans les conditions normales. Donc, la pression de sommeil est forte, et lorsqu'on est endormi, dans la fenêtre de sommeil, eh bien, la pression de sommeil diminue au fur et à mesure du déroulement de sommeil. Hein. Plus on dort et moins on va avoir besoin de dormir. Hein. Donc c'est une diminution qui est exponentielle. Donc cette diminution va se faire jusqu'à rencontrer la bande basse de ce processus circadien, jusqu'à rencontrer la bande basse. Et exactement au moment où la courbe rouge rencontre cette bande basse, c'est le moment du réveil, c'est le moment physiologique, spontané du réveil. Et donc, c'est représenté par une flèche verte. Le sujet va se réveiller et sa fenêtre de sommeil, donc optimale, est entre cette descente de la température, où la pression de sommeil est maximale, et entre ce moment ici, où la courbe S de sommeil rencontre la courbe basse du processus circadien. Et vous voyez pour la nuit suivante, c'est exactement le même schéma, avec chaque fois donc la détermination de ce qu'on appelle la fenêtre de sommeil pour chacun. Il y a une fenêtre de sommeil qui est exactement synchronisée à son propre rythme circadien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si on dort en dehors de la fenêtre de sommeil, c'est-à-dire la fenêtre optimale? Eh bien, par exemple, ici, vous avez l'exemple d'un sujet qui a prolongé sa veille, c'est-à-dire que la nuit, mettons que c'est un samedi soir, au lieu d'aller se coucher à l'heure habituelle, eh bien, il est sorti, il a fait la fête, et finalement, il est allé se coucher vers 7 heures du matin. Alors, la pression de sommeil était un peu plus forte parce qu'il était réveillé toute la nuit, donc il avait plus besoin de dormir, donc la pression de sommeil est un peu plus forte, mais une fois qu'il était endormi,
le processus S va décroître de façon exponentielle, et dès qu'il rencontre la courbe basse du processus circadien, ça va délimiter le moment du réveil, le moment physiologique du réveil. Et vous voyez que dans ces conditions, le sommeil de cette personne qui va dormir en dehors de sa fenêtre de sommeil, vous voyez qu'il est beaucoup plus court que dans les conditions habituelles lorsqu'il se place dans la fenêtre de sommeil. Donc c'est en ce sens qu'on dit que la fenêtre de sommeil est la condition d'un sommeil optimal, c'est-à-dire que le sommeil est de durée en dehors de cette fenêtre de sommeil, le sommeil est plus court et il est de qualité différente, il peut être de qualité amoindrie en dehors donc de cette fenêtre de sommeil. Ça veut dire que si on dort en dehors de cette fenêtre de sommeil, on ne va pas récupérer aussi bien que si on dort dans la fenêtre habituelle de sommeil, et on reparlera de la récupération tout à l'heure. En tout cas, ce que montre ce diagramme, c'est que le moment du réveil est déterminé physiologiquement par un processus, par une conjonction entre un facteur circadien et un facteur de sommeil, de besoin de sommeil qui est assouvi. Donc le sommeil se fait naturellement à ce moment. Maintenant, on est éveillé et on va dormir. Et quel est le mécanisme qui fait que l'éveil va céder la place au sommeil? Donc ça, c'est l'endormissement. L'endormissement, il dépend toujours d'un processus circadien, qui est l'horloge biologique, et il dépend aussi de la pression de sommeil. Ça semble évident que si on a une grande pression de sommeil, si on a très sommeil, on va s'endormir plus facilement. Et cette pression de sommeil, elle dépend de l'éveil qui précède. Plus on aura été éveillé longtemps, et plus la pression de sommeil va être forte. Alors toujours par ce modèle de Borbély de 1982, avec une bande circadienne comme ça et le processus de sommeil, on va voir maintenant ce que c'est que la pression de sommeil. Eh bien, la pression de sommeil, c'est toujours le processus sommeil, mais pendant l'éveil, ce processus c'est le besoin de sommeil, il va augmenter au fur et à mesure de la durée du sommeil. Et il va augmenter de façon extrêmement régulière. Plus vous avez été réveillé depuis longtemps, et plus ce besoin de sommeil va se construire, probablement par l'accumulation d'un certain nombre de facteurs, et on va parler de l'un d'eux ici. Et donc ce besoin de sommeil s'accumule au fur et à mesure du déroulement de la journée. Et lorsque ce besoin de sommeil rencontre le seuil haut de la bande circadienne, eh bien, ça va déterminer le moment de l'endormissement. C'est là que physiologiquement, il va être facile de s'endormir et que l'éveil va céder la place au sommeil. Alors si on va se coucher, et ça c'est très important pour les insomniaques, qui se disent « j'ai pas bien dormi la nuit dernière, donc je vais aller me coucher plus tôt aujourd'hui, ce soir ». Donc ils vont se coucher plus tôt, d'accord, mais l'endormissement, il n'est pas du tout déterminé par l'heure à laquelle vous avez décidé d'aller vous coucher. Il est déterminé par un processus circadien et un processus S d'accumulation de besoins de sommeil. Et ça, on ne peut pas décider qu'un soir, eh ben, on va s'endormir 2 heures plus tôt qu'un autre soir, ou 1 heure plus tôt. Donc ça, ce processus physiologique de l'endormissement, il se produit exactement au moment où le besoin de sommeil correspond à la bande haute du rythme du processus circadien. À ce moment-là, il y a l'endormissement et le besoin de sommeil donc, diminue en fonction de la durée du sommeil. Et lorsque il rencontre la bande basse du processus circadien, c'est le réveil. Et dès le réveil, le processus de besoin de sommeil va remonter, s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et si on ne va pas se coucher, eh bien, comme on reste éveillé plus longtemps, le processus d'éveil va continuer à s'accumuler. Et lorsque donc, ça s'est passé une nuit sans dormir, lorsqu'on va se coucher le soir suivant, après avoir passé une nuit blanche, eh bien, vous voyez que le processus de besoin de sommeil est devenu très très fort, l'endormissement va être facile, et à ce moment-là, dès qu'on est endormi, le besoin de sommeil va décroître de façon exponentielle, jusqu'à heurter la bande basse du processus C, qui va noter le réveil spontané physiologique.
Et vous voyez que dans ces conditions, la période de sommeil a duré plus longtemps que la normale, c'est-à-dire qu'il y a une récupération, une certaine récupération du sommeil, de la nuit perdue ici, par le fait que le besoin de sommeil s'est accumulé avec le processus S qui s'augmente au fur et à mesure de la durée de l'éveil. Alors ce qui est important ici à noter, c'est que l'endormissement est physiologique à ce moment-là et que le réveil est physiologique à ce moment-là. Et donc là encore, on a une délimitation de la fenêtre physiologique de sommeil. Il est très difficile d'essayer de sortir de cette fenêtre. Pourquoi c'est difficile? Parce que le rythme circadien, c'est un processus qui est très stable. Pour arriver à le décaler, par exemple, lors d'un voyage, d'un décalage horaire. Si on va aux États-Unis, sur la côte Est, il y a un décalage horaire de 6 heures, eh bien, le processus circadien, c'est-à-dire votre horloge biologique, elle va rester assez longtemps, plusieurs jours, à son rythme de Paris. Et il faudra attendre 8-10 jours pour que cette horloge biologique se décale. Donc, elle a une grande inertie, cette horloge biologique. Et encore une fois, ce n'est pas parce que un soir, on décidera d'aller se coucher à un moment différent plutôt que la fenêtre de sommeil va bouger. La fenêtre de sommeil, elle est très stable, elle met plusieurs jours à se modifier. Donc plus l'éveil préalable aura duré longtemps, et plus l'endormissement est rapide, et plus le sommeil est prolongé, et aussi plus le sommeil est profond. Ça, c'est le fait que le besoin de sommeil est très très fort, et le sommeil est non seulement de durée supérieure, mais de profondeur, de qualité meilleure. Alors cette pression de sommeil, elle induit la somnolence. Quand il y a une grande pression de sommeil et qu'on ne va pas dormir, qu'on s'empêche de dormir, il y a une augmentation de la somnolence. Alors c'est représenté ici, avec ce sujet qui toujours va passer une nuit blanche, donc va continuer à être éveillé pendant 36 heures, et la somnolence augmente au fur et à mesure de la durée de l'éveil. Et pourquoi cette somnolence augmente? Parce qu'il y a une accumulation d'une substance qui s'appelle l'adénosine. Alors l'adénosine, c'est une substance qui est fournie en fonction de la demande énergétique. Alors plus il y a une demande d'énergie qui va continuer, qui va perdurer, et plus l'adénosine va être produite. Et donc elle va s'accumuler dans le cerveau et elle va entraîner de la somnolence. Plus l'éveil se prolonge, plus l'adénosine va s'accumuler dans le cerveau et plus la somnolence va être grande. Comment est-ce que, alors là j'aurais pas dû passer tout de suite, je vais vous poser une question, comment est-ce que vous luttez contre la somnolence? Comment est-ce que chacun, on essaye de lutter contre la somnolence? Alors on a pour ça une boisson très connue qui est la caféine. Et effectivement, la caféine permet de se réveiller, bon, dans une certaine mesure, hein, c'est pas miraculeux, mais permet de tenir le coup, entre guillemets, un peu plus longtemps quand on est somnolent. Eh bien, pourquoi est-ce que la caféine est une substance éveillante? C'est justement, elle agit contre la somnolence, c'est justement en rapport avec l'adénosine. En effet, voilà comment se passe la production de somnolence. L'adénosine va activer des récepteurs à adénosine qui se trouvent sur les systèmes d'éveil et va inhiber les systèmes d'éveil. Donc l'adénosine inhibe les systèmes d'éveil, donc elle crée de la somnolence, parce que les systèmes d'éveil n'arrivent pas à être assez performants pour maintenir le cerveau éveillé. Donc l'adénosine va induire de la somnolence en bloquant le système d'éveil. Et la caféine, c'est un bloquant des récepteurs à adénosine. Donc la caféine va inactiver le récepteur ne peut plus être activé par l'adénosine. Donc l'adénosine a beau s'accumuler quand on est éveillé de façon prolongée. L'adénosine a beau s'accumuler, elle ne va plus activer aucun récepteur puisqu'ils sont bloqués par la caféine. Donc il ne va plus y avoir inhibition des systèmes d'éveil, donc il ne va plus y avoir de somnolence, au moins pendant un moment, le temps de la durée d'action de la caféine, qui peut être d'ailleurs de durée, de valeurs très différentes selon les individus. Il y a des susceptibilités
très différentes à la caféine. Il y a des personnes qui sont très réveillées, très sensibles à la caféine et pendant longtemps, et d'autres moins sensibles et pendant moins longtemps. Ceci dit, la caféine, bon, c'est pas une substance à utiliser comme ça à l'argue à main nue, parce que la caféine a des effets périphériques, hein. Elle lutte bien contre la somnolence au niveau du cerveau, mais elle a des effets périphériques, notamment cardiovasculaires, qui sont des effets secondaires qui sont extrêmement gênants. Donc, mais enfin, c'est intéressant de voir comment l'adénosine induit de la somnolence et comment la caféine peut aider à lutter. Alors, l'autre chose intéressante sur l'adénosine et la caféine, c'est que il ne s'agit pas seulement des sujets humains dans ce système de somnolence et d'adénosine et de caféine. On a pu voir que dans tout le règne animal, et notamment déjà chez la mouche, la drosophile dont on a parlé la dernière fois, chez la mouche, eh bien, il y a de l'adénosine qui régule le sommeil ou le repos, et que la caféine agit de la même façon pour réveiller la mouche ou la drosophile. Alors la drosophile, c'est un sujet d'étude récemment très développé depuis 5-6 ans pour les études sur le sommeil. Pourquoi on étudie beaucoup la drosophile? Parce que son patrimoine génétique est bien connu, il est bien répertorié, il y a un nombre relativement faible de gènes, et on peut essayer de voir quels sont les gènes qui vont être importants pour la régulation de l'éveil et du sommeil. Évidemment, c'est un sommeil assez archaïque, puisqu'il s'agit juste d'un repos, hein. Ou bien la mouche, elle bouge, ou bien elle ne bouge pas. Donc quand elle ne bouge pas, on dit qu'elle est en repos, mais en sommeil par extension. Et voilà dans la journée, le rythme circadien de la drosophile. Ici, c'est de 7h à 15h. Alors, il y a très peu de sommeil dans la première moitié de cette période, et puis beaucoup de sommeil dans la deuxième moitié de cette période. Donc voilà le rythme normal. Et si on donne à boire à la drosophile de la caféine, à 0,25 mg par millilitre, eh bien vous voyez qu'il y a moins de périodes de repos, il y a moins de sommeil. Si on donne une dose plus forte de 2,5 mg par millilitre, il y a encore moins de repos ou de sommeil. Et si on donne encore une dose plus forte de 5 mg par millilitre, eh bien, il y a de l'éveil permanent, c'est-à-dire que la caféine chez la drosophile va lutter très efficacement contre le sommeil ou contre le repos. Donc, vous voyez, dans toute l'échelle phylogénétique, cette permanence, cette constance de l'adénosine qui va faciliter l'endormissement, qui va créer en tout cas de la somnolence et l'endormissement. Alors justement, l'endormissement, il dépend, comme je l'avais dit en préambule, des systèmes d'éveil qui peuvent être actifs ou inactifs, et des systèmes d'endormissement qui peuvent être actifs ou inactifs. Les systèmes d'éveil et d'endormissement sont un petit peu comme une balance, les deux plateaux d'une balance. Ils sont en interaction étroite, et chacun est régulé par un certain nombre de neuromédiateurs ou de neuromodulateurs. Ici, pour les systèmes d'éveil, l'acétylcholine, la dopamine, je souligne l'histamine. Vous savez que les antihistaminiques, quand on regarde sur la boîte des antihistaminiques qu'on prend comme anti-allergiques, sur la boîte, vous verrez que c'est marqué que ça peut créer de la somnolence. Pourquoi? Eh bien parce que l'histamine sert à être réveillée, et si on prend un antihistaminique, bon, bah, ça peut diminuer l'éveil, donc créer de la somnolence. Et puis aussi, à noter ici la noradrénaline, qui est en rapport aussi avec l'adrénaline, et vous savez que un surplus d'adrénaline va créer une excitation, un éveil, un hyper-éveil. Donc vous pouvez noter par des recoupements donc ces différents neuromédiateurs comme étant impliqués dans l'activation des systèmes d'éveil. En regard de ces systèmes d'éveil, il y a des systèmes d'endormissement puis des systèmes de sommeil, et dans les systèmes d'endormissement, il y a notamment le GABA, l'acide GABA-aminobutyrique, et pour relier ce GABA
d'autres composés qui induisent l'endormissement ou le sommeil, on peut rappeler que les hypnotiques, qu'ils soient les benzodiazépines ou des hypnotiques de nouvelle génération, en fait activent ce système GABA. Donc les hypnotiques activent le système d'endormissement et c'est pour ça donc qu'ils sont hypnotiques, c'est-à-dire qu'ils facilitent le sommeil. Alors dans les conditions normales, comment est-ce que l'endormissement se produit? Eh bien, on le représente sous forme d'une bascule ou d'un interrupteur. Voilà un interrupteur qui est dans l'état de veille et l'interrupteur va passer dans l'état de sommeil avec donc une mise en route des systèmes d'endormissement et une déconnexion, une inhibition des systèmes d'éveil. Alors, comme on l'a vu précédemment, ce qui va aider au passage de la veille au sommeil, c'est-à-dire ce qui va aider à l'endormissement, c'est le besoin de sommeil avec l'accumulation d'adénosine et donc l'adénosine va aider à cet endormissement. Évidemment, ce système de cette interaction, elle n'est pas à sens unique, c'est-à-dire que les systèmes d'endormissement ont pu s'activer et l'interrupteur est dans cette position, mais il se peut très bien que brusquement, les systèmes d'éveil sont sollicités à nouveau, soit par une influence externe, c'est-à-dire du bruit, soit la température, ou alors par des conditions internes, c'est-à-dire du stress, qui va entraîner un hyper-éveil. Et dans ces conditions, vous voyez qu'il y a un retour de l'interrupteur vers la position d'éveil, c'est-à-dire que quand le sommeil, l'endormissement et le sommeil sont des processus réversibles, comme l'avait dit la dernière fois Claude Gronfier, dire que quand on est endormi, on peut très bien, pour des raisons extérieures, être réveillé, c'est-à-dire tout peut réactiver le système d'éveil et donc empêcher l'endormissement ou le sommeil. C'est le cas notamment, encore une fois, des insomniaques ou qui peuvent être particulièrement stressés. Et comme ils sont sous stress, avec notamment de la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, eh bien ce stress va activer les systèmes d'éveil et donc va empêcher l'interrupteur de basculer vers le sommeil, donc va empêcher l'endormissement. Bon, alors, en dehors de cette situation, bon, on considère que la situation, les éléments sont favorables et que donc l'interrupteur va basculer du côté du sommeil et l'endormissement se produit à ce moment-là, donc sous l'influence de la mise en route de ces systèmes et notamment par l'intermédiaire du système GABA. Une fois qu'on est endormi, c'est le sommeil. Alors, en ce qui concerne le sommeil, et le sommeil déjà, le phénomène du sommeil, en fait, il y a eu une brusque évolution des connaissances au milieu du siècle dernier et au milieu des années 50. Avant 1955, on connaissait un seul sommeil. On ne savait pas qu'il y avait d'autres sommeils, les personnes s'endormaient le soir et on pensait qu'ils dormaient d'un seul sommeil jusqu'au matin. Ce sommeil, on savait qu'il était marqué par des ondes lentes sur le cortex. Donc le cortex, c'est la surface du cerveau, c'est l'écorce du cerveau. Donc si on enregistre les ondes à la surface du cerveau ou du scalp, on enregistre des ondes lentes. On savait qu'il y avait un ralentissement du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. Ça, si vous observez un dormeur, vous verrez très bien que quand il s'endort, il y a un ralentissement du rythme respiratoire, qu'il y a un relâchement musculaire, donc il y a une décontraction musculaire, et on avait noté depuis un certain temps qu'il y avait des mouvements oculaires lents à l'endormissement. C'est d'ailleurs en étudiant ces mouvements oculaires lents, c'est-à-dire en étudiant les mouvements oculaires du sommeil, qu'on a découvert un autre état de sommeil. Et ça, c'était au milieu des années 50. Alors, on a vu qu'il y avait bien le sommeil lent, qui correspondait à ce qu'on savait du sommeil avant, hein, qui correspondait à ce seul sommeil qu'on connaissait auparavant. Et puis, on a découvert une nouvelle phase de sommeil qui a été appelée par les anglo-saxons REM, le sommeil REM. Pourquoi? Parce que REM, c'est Rapid Eye Movement. Et à Chicago, le pionnier, celui qui a découvert ce type de sommeil, l'a découvert en enregistrant les mouvements oculaires rapides, et donc il l'a appelé le Rapid Eye Movement Sleep. Et il est caractérisé par presque l'inverse du sommeil lent, c'est-à-dire qu'au lieu que l'activité du cerveau soit ralentie
elle est activée. Les rythmes cardiaques et respiratoires sont accélérés au lieu d'être ralentis, et ils sont surtout irréguliers. Les muscles posturaux, c'est-à-dire les muscles qui permettent de maintenir la posture, sont totalement relâchés. Il y a des mouvements oculaires rapides, c'est comme ça que ça a été découvert. Et par-dessus ce relâchement des muscles posturaux, il y a des myoclonies, c'est-à-dire des petites secousses des muscles distaux. Par exemple, ça va être, si vous observez un chat ou un chien dormir, vous allez voir les pattes, le bout des pattes qui font comme ça, qui ont des petites secousses, ou alors les oreilles, ou alors les moustaches qui ont des petites secousses, ou encore les mouvements des yeux qui sont en fait des secousses des muscles qui servent à faire bouger le globe oculaire. Donc voilà un sommeil qui est le contraire pratiquement du sommeil lent, qui avait été ignoré donc, depuis des années qu'on étudiait le sommeil. Et je vous disais qu'il avait été découvert aux États-Unis par un jeune médecin qui l'a découvert par les mouvements des yeux, les mouvements rapides des yeux, William Dement, et en France, au même moment, à Lyon, et de façon indépendante, c'est-à-dire que l'un et l'autre ignoraient le travail qu'ils étaient en train de faire. Au même moment, à Lyon, Michel Jouvet découvrait ce stade de sommeil, qu'il a appelé sommeil paradoxal. Il le découvrait en observant, avec grand étonnement, de la même façon que William Dement avait observé avec étonnement ces mouvements oculaires rapides, eh bien, Michel Jouvet découvrait que pendant un certain stade de sommeil, il y avait une atonie totale des muscles posturaux, tandis que le cortex était activé. Donc Michel Jouvet a trouvé ça paradoxal, qui est un cerveau hyperactif et qu'en fait le corps soit complètement inerte et atonique. Donc il a appelé ça le sommeil paradoxal. Alors comment est-ce que ces principaux états de vigilance sont caractérisés? Par trois principaux critères, qui sont l'état du système nerveux, le cortex notamment, le tonus des muscles posturaux et les mouvements des yeux. Alors pendant l'éveil, le système nerveux est activé, le tonus des muscles est élevé et les mouvements des yeux sont présents parce qu'on observe ce qui se passe dans l'environnement. Pendant le sommeil lent, le système nerveux est ralenti, le tonus des muscles est faible et les mouvements des yeux sont absents. Donc on différencie bien l'éveil du sommeil lent et effectivement pendant le sommeil lent, tout est ralenti ou diminué. Et pendant le sommeil paradoxal, l'état du système nerveux est activé, les mouvements des yeux sont présents, ils sont nombreux et rapides, donc a priori, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre l'éveil et le sommeil paradoxal pour ces critères. Il y a une différence en ce qui concerne le tonus des muscles, puisque au lieu d'être élevé à l'éveil, il est totalement absent pendant le sommeil paradoxal. Donc voilà les critères d'identification de ces états de vigilance. Et dans la pratique, comment on fait pour étudier le sommeil chez l'humain? Eh bien, on place des électrodes de façon à pouvoir enregistrer ces trois critères, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme, l'état du système nerveux ou du cortex. Donc ce sont des électrodes qui sont collées sur le scalp. On enregistre les mouvements des yeux avec un électrooculogramme, avec des électrodes qui se trouvent autour des yeux, qui sont collées autour de part et d'autre de l'orbite. Et puis, on enregistre le tonus postural avec un électromyogramme, l'enregistrement des muscles, et on enregistre pour cela les muscles de la houppe du menton. On enregistre aussi l'électrocardiogramme et la fréquence cardiaque, mais l'électrocardiogramme et les fréquences respiratoires, mais ça, ce ne sont pas des critères absolus de détermination des états de vigilance. C'est seulement ces trois critères qui sont utilisés pour déterminer les états de vigilance. Alors, une fois qu'on a ces électrodes et qu'on est endormi, eh bien, on peut tracer l'image du déroulement de la nuit. Et cette image du déroulement de la nuit, de sommeil, ça s'appelle l'hypnogramme. Alors, au départ, donc le sujet est préparé, il va dans son lit, donc il éteint la lumière et il s'endort. À partir du moment où il s'endort, et ça c'est un sujet qu'on enregistre au laboratoire, mais pour nous tous, chacun, c'est chaque nuit le même schéma, hein, et on est très comparables les uns et les autres. Toute l'espèce humaine
va présenter, tous les sujets humains vont présenter ce même type d'hypnogramme. Donc pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, on va plonger dans un sommeil lent léger de stade 1 et de stade 2. Puis au bout de 10 minutes, on va plonger dans un sommeil lent profond, stade 3 et stade 4. Et cet ensemble de sommeil lent profond va durer presque 1 heure. Et puis, à un moment donné, on va repasser à un état du cerveau activé, donc l'état de sommeil paradoxal, qui va donc se produire environ 1h30 après l'endormissement. Ce sommeil paradoxal, il est caractérisé par les mouvements des yeux, et je voudrais vous montrer sur un petit film, justement, ces mouvements des yeux. Alors je vais vous le mettre au moment des mouvements des yeux, parce que c'est ce qui a fasciné quand on a découvert le sommeil paradoxal, c'est vraiment ce qui a fasciné. C'est ces mouvements des yeux que vous allez voir. Voilà. Donc ça, c'est ce qui enregistre les mouvements des yeux, et vous allez voir en temps réel la rapidité de ces mouvements. C'est-à-dire chaque fois que la plume fait un brusque décalage comme ça, il s'agit d'un mouvement de l'œil. Et vous allez voir ici beaucoup mieux, comme ces mouvements des yeux sont rapides et organisés en bouchées. Vous imaginez la rapidité du mouvement de l'œil sous la paupière. En général, la paupière est fermée et on voit la rapidité de ces mouvements des yeux. Alors, une fois qu'on a terminé cette première phase paradoxale qui dure environ 10 minutes, eh bien, on a terminé le premier cycle de sommeil et on va aborder un deuxième cycle de sommeil qui est construit comme le premier, c'est-à-dire avec du sommeil lent et puis du sommeil paradoxal, le deuxième cycle de sommeil, du sommeil paradoxal qui va durer un peu plus longtemps, mettons une quinzaine de minutes. Et puis, on va aborder un troisième cycle de sommeil avec du sommeil lent et du sommeil paradoxal qui, cette fois, va durer un petit peu plus longtemps, peut-être 20 minutes. C'est le troisième cycle. Et enfin non, parce qu'il peut y en avoir plus encore, un quatrième cycle avec du sommeil lent et à nouveau du sommeil paradoxal, qui est plus long cette fois, 30 minutes de durée, et c'est le quatrième cycle. Il peut y avoir un cinquième cycle, ou alors, dans l'exemple que je vous montre, il y a un réveil qui se produit après 4 cycles de sommeil. Donc, je vous disais tout à l'heure, le sujet humain adulte et qui n'a pas de problème de sommeil, qui dort ce qu'on appelle un bon dormeur ou un moyen dormeur, va dormir selon ce profil. Et c'est très très stable comme image dans toute l'espèce humaine adulte. Et pour chaque individu, c'est très stable d'une nuit à l'autre. Alors, comment on peut décrire cet hypnogramme, cette image du sommeil? Eh bien, ce qu'on décrit, c'est qu'il y a plusieurs cycles, 4 ou 5, qui sont tous d'égale durée, c'est-à-dire 90 minutes, que si on met bout à bout les phases de sommeil paradoxal, on a 90 minutes au total, et tout à l'heure on parlera de ce qui se passe au point de vue mental pendant le sommeil paradoxal, mais si le sommeil paradoxal correspond réellement au rêve, vous pouvez imaginer que chaque nuit, on fabrique 90 minutes de rêve. C'est-à-dire que c'est le temps d'un long métrage, c'est-à-dire que chaque nuit, on se fabrique notre propre long métrage, nuit après nuit. Alors vous voyez quel metteur en scène nous sommes chacun de nos propres rêves. La dernière considération que l'on peut faire, qui est très importante, c'est que la nuit se sépare finalement en 2 parties, en 2 moitiés. Pendant la première moitié de la nuit, le sommeil lent est profond. Et ça, c'est le moment où le cerveau récupère le mieux. C'est vraiment la restauration, la fonction de restauration du sommeil qui ici est assouvie. Et est assouvie en premier puisque c'est la première chose, la plus urgente à récupérer, c'est cette restauration. Et puis, la deuxième partie de la nuit, le sommeil lent, il est léger. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout de sommeil lent profond. C'est du sommeil lent léger. Et d'ailleurs, c'est là où il y a plus de sommeil paradoxal puisque les phases de sommeil paradoxal durent plus longtemps au fur et à mesure qu'on se rapproche
du matin. Eh bien là, c'était un hypnogramme chez l'homme. Maintenant, dans toutes les espèces animales, on a, de mammifères en tout cas, on a la même représentation, avec ici l'éveil, le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Ça, c'est une diapositive qu'on doit à Michel Jouvet. Et vous voyez, c'est intéressant, j'ai choisi cette diapositive parce qu'on voit très bien ici la posture. C'est-à-dire quand on parle d'atonie posturale ou de tonus postural, on voit très bien que pendant l'éveil, bon, l'animal maintient une posture, il peut avoir un comportement, des mouvements, etc. Pendant le sommeil lent, il maintient encore une certaine posture. Là, il est en position de sphinx, c'est-à-dire il a certes sa tête un petit peu appuyée, mais il a quand même un tonus musculaire qui lui permet de rester dans une position assez équilibrée. Et lorsqu'il entre en sommeil paradoxal, vous voyez qu'il est obligé de s'affaler en quelque sorte sur le sol, puisqu'il n'a plus aucun tonus musculaire pour l'aider à maintenir un équilibre ou une posture. Alors, le chat comme l'homme, donc ça c'est le tonus postural, donc vous voyez qu'il diminue, qu'il est complètement aboli en sommeil paradoxal. Comme l'homme, ici les mouvements des yeux, le chat pendant le sommeil paradoxal a des mouvements rapides des yeux, et pendant le sommeil paradoxal, il a une activité cérébrale intense qui ressemble à celle de l'éveil. Maintenant, l'organisation de ces états de vigilance au cours de la journée, c'est l'hypnogramme. Chez le chat, vous voyez qu'on a la même succession que chez l'homme, avec l'éveil, du sommeil lent, du sommeil paradoxal, qui est surligné en noir. Et cet hypnogramme, c'est-à-dire la durée moyenne des cycles, la quantité de sommeil paradoxal, etc., est caractéristique du chat, de l'espèce. Tous les chats vont présenter un hypnogramme, c'est-à-dire une image veille-sommeil, qui est la même, qui ressemble celle-là à celle-ci, et qui est différente de la souris ou de celle du rat, etc. Donc, l'hypnogramme est une caractéristique de l'espèce. En dehors de ces critères de sommeil, c'est-à-dire d'enregistrer l'activité de l'EEG, c'est-à-dire de l'écorce du cerveau, si on va voir ce qui se passe plus profond dans le cerveau, c'est-à-dire au niveau de chaque neurone, vous savez que le système nerveux est composé le cerveau est composé de neurones et de glies, la glie supporte le tissu neuronal. Et si on enregistre ces neurones, on voit que leur activité dépend de l'état de vigilance et qu'en règle générale, on peut prendre cet exemple, en règle générale, on observe une certaine activité intense à l'éveil, pendant le sommeil lent, un ralentissement de l'activité, et pendant le sommeil paradoxal, non seulement une activité intense, mais souvent une recrudescence plus forte que pendant l'éveil. C'est-à-dire que pendant le sommeil paradoxal, pour de très nombreuses structures, le système fonctionne encore plus vite, encore plus intensément que lorsqu'on est éveillé et même si on réfléchit beaucoup, si on essaye de se concentrer, si on essaye de faire fonctionner son cerveau très vite, eh bien on n'y arrive jamais autant que pendant le sommeil paradoxal où il y a une espèce d'embrasement général de toutes les structures du cerveau dont on se demande quelle est la fonction. Mais c'est quelque chose de très extraordinaire à observer. Vous en voyez un autre exemple ici avec ce neurone qui est donc j'ai oublié de vous dire que les barres verticales c'était les potentiels d'action du neurone, c'est-à-dire c'est le signal électrique qu'émet le neurone spontanément. Donc là vous voyez ce neurone pendant l'éveil, il n'est pas très actif, pendant le sommeil lent non plus, mais alors pendant le sommeil paradoxal, tout d'un coup il devient extrêmement actif. Il y a aussi d'autres types d'activités que l'on observe ici. C'est qu'entre l'éveil, bon, il y a toujours un ralentissement pendant le sommeil lent, entre l'éveil et le sommeil paradoxal, on voit non seulement une recrudescence d'activité, parce que là, ça représente une bouffée très rapide, une espèce de salve extrêmement rapide de potentiel d'action, alors qu'ici, ils sont assez réguliers, un petit peu de genre métronome, et ici, il y a des salves extrêmement importantes avec des moments d'inactivité, et puis à nouveau une salve et un moment d'inactivité. Donc ça, c'est le langage du neurone, c'est-à-dire que non seulement il organise son activité en intensité générale, en débit de mots, si vous voulez, en débit de signal, et il organise aussi en type de signal, c'est-à-dire qu'il va émettre des mots, non pas régulièrement, comme à l'éveil, mais des salves de mots, et puis plus rien, et puis des salves de mots. Donc il change son type de message et de communication. Donc tout ça, c'est très
très énigmatique, on ne sait pas encore exactement à quoi ça sert. On va voir ça tout à l'heure. Donc le sommeil, c'est un processus qui est hautement régulé, et c'est pas simplement que l'éveil a décidé de laisser sa place au sommeil, c'est vraiment une interaction extrêmement importante entre les processus d'éveil et les processus de sommeil. Pour l'activité neuronale, on l'a vu. Et maintenant, on va plonger dans la régulation du sommeil lui-même. De quoi dépendent les deux états de vigilance, le sommeil lent et le sommeil paradoxal? Ils dépendent de deux réseaux qui sont eux aussi en interaction l'un avec l'autre. De la même façon que l'éveil est en interaction avec l'endormissement, le sommeil lent est en interaction avec le sommeil paradoxal. Là sont représentés tous les systèmes, ça c'est la vue de profil d'un cerveau avec le devant, l'avant ici, l'arrière ici, le cervelet, pour ceux qui connaissent un petit peu, le thalamus, et puis tous les systèmes qui sont impliqués dans la régulation des états de vigilance. Donc vous reconnaîtrez ce que j'ai déjà cité, il n'y en a pas de nouveau par rapport à ceux qu'on a vus dans la diapositive précédente, simplement pour illustrer que la plupart de ces systèmes de commande des états de vigilance se trouvent à la base du cerveau, ici. Vous voyez, ça c'est le cortex, l'écorce du cerveau où on enregistre les ondes lentes, mais en fait ce qui commande les états de vigilance, c'est à la base du cerveau, ici c'est simplement l'effecteur, le résultat. Alors comment ça se passe pour le sommeil lent? Eh bien à partir du moment où on a réussi l'endormissement, en activant ces systèmes d'endormissement, eh bien, ces systèmes d'endormissement vont activer toute une cascade d'événements qui vont finalement aboutir à la synchronisation du cortex pour fabriquer des ondes lentes qui sont la caractéristique principale du sommeil lent. Et cette génération d'ondes lentes se fait grâce au GABA, dont j'ai déjà parlé pour les hypnotiques, grâce au GABA qui est un neurotransmetteur généralement inhibiteur, et grâce aussi à l'adénosine dont nous avons vu qu'elle induit par son accumulation le besoin de sommeil et la profondeur du sommeil. Hein. Quand on a été privé de sommeil, pendant une nuit et que finalement on peut redormir, l'adénosine s'est accumulée et donc la profondeur du sommeil est plus grande. Hein. Donc l'adénosine est importante pour synchroniser ces rythmes de sommeil qui sont les ondes lentes du sommeil lent. Alors voilà ces ondes lentes du sommeil lent, avec le sommeil lent léger, vous voyez des rythmes synchronisés mais qui sont encore assez rapides, et puis ensuite le sommeil devient de plus en plus profond et on a les stades 3 et 4 où on a vraiment des ondes lentes qui sont caractéristiques du sommeil lent profond synchronisé avec un dialogue entre le cortex, une espèce de résonance de rythme entre le cortex et le thalamus qui fait que ces rythmes vont devenir de plus en plus synchronisés par un phénomène de résonance entre les deux structures. Et cette résonance, vous pouvez la voir ici au niveau des neurones, avec ici un neurone enregistré dans le thalamus qui émet des potentiels d'action et il y a des moments où il va être inhibé. Et vous voyez que ce patron d'activité correspond exactement aux ondes lentes qu'on enregistre sur le cortex. Donc ici, ça illustre le dialogue et la résonance entre ce qui se passe dans le cortex et ce qui se passe dans le thalamus pour finalement donner des rythmes qui vont être de plus en plus synchronisés au fur et à mesure que le sommeil va devenir de plus en plus profond. Et puis, à partir d'un certain temps de sommeil lent, donc chez l'homme, c'est après 1h30 environ de sommeil lent, 1h15, 1h30, va venir le sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, il dépend, sa production dépend de systèmes qui sont profondément dans le cerveau, je vais vous montrer à la base du cerveau, et de deux systèmes qui sont en interaction, des systèmes qu'on dit SP-on, c'est-à-dire qui vont déterminer l'exécution du sommeil paradoxal, et des systèmes qui vont déterminer l'arrêt du sommeil paradoxal. Et là aussi, vous voyez, dans la régulation du sommeil, on a toujours
des systèmes en équilibre, en balance, et l'un va dépendre de l'autre. Et là, pour le sommeil paradoxal, c'est vraiment caractéristique. On connaît très bien l'organisation de tous ces systèmes, avec les systèmes de production du sommeil paradoxal qui font intervenir l'acétylcholine, le glutamate et aussi le GABA, et des systèmes qui sont inhibiteurs du sommeil paradoxal, qui font intervenir la noradrénaline, la sérotonine et aussi le GABA. Donc ces systèmes sont en dialogue, et quand tous les systèmes producteurs exécutifs du sommeil paradoxal sont activés, ils inhibent les systèmes inhibiteurs du sommeil paradoxal, et donc la balance penche vers le sommeil paradoxal, et c'est l'exécution du sommeil paradoxal. Si les systèmes inhibiteurs se remettent en route, alors ils vont arrêter le sommeil paradoxal. Donc pour que le sommeil paradoxal se produise, il faut que tous ces systèmes s'activent et que tous ces systèmes s'inactivent pour la production du sommeil paradoxal. Cette production du sommeil paradoxal, elle est aussi commandée par un étage supérieur du cerveau, qui est l'hypothalamus, et qui, grâce à deux neuromédiateurs qui ont été découverts assez récemment, l'histamine, il y a une vingtaine d'années, bon, ça c'est pas tellement récent, mais l'hypocrétine, qui a été découverte il y a 6 ans, grâce à ces deux neuromédiateurs, on comprend mieux la régulation du sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'il faut que ces systèmes s'inactivent pour que le sommeil paradoxal puisse se produire, pour que ces systèmes-là puissent commander la production du sommeil paradoxal. Lorsque le sommeil paradoxal se produit, eh bien, on observe les événements tout à fait remarquables que j'ai déjà signalés, et notamment les mouvements des yeux. Donc, je voulais vous en montrer un exemple ici, où sont surlignés, ça c'est un moment de sommeil paradoxal chez un sujet et ici chez un autre sujet, où sont surlignés en rouge les mouvements des yeux. Alors vous voyez qu'ils sont abondants et ils sont très rapides, et pour les deux exemples. Et ici, je voulais vous montrer un enregistrement de ce qui se passe au niveau du tympan. Alors ça, c'est resté ignoré pendant un certain temps, parce que c'est pas évident de voir ce que fait le tympan. Quand on regarde un sujet dormir ou qu'on enregistre, on voit les yeux qui bougent, et on enregistre les mouvements des yeux. Mais pour penser à aller voir ce qui se passe au niveau du tympan, il fallait déjà être à la recherche de quelque chose. Et les chercheurs qui sont allés voir cela, ils étaient à la recherche d'autres modalités sensorimotrices qui pouvaient exister au cours du sommeil paradoxal. Car ils avaient fait le raisonnement suivant, ils s'étaient dit, mais puisque pendant le sommeil paradoxal, les yeux bougent et qu'il y a une imagerie visuelle dans le rêve, et que dans le rêve, il y a aussi des imageries sonores, des imageries somesthésiques, il y a un tas d'événements sensoriels qui se produisent dans le rêve, eh bien, peut-être que dans d'autres modalités sensorimotrices, on va trouver aussi des événements extrêmement brutaux, extrêmement rapides pendant le sommeil paradoxal. Et de fait, c'est la réalité. Si on enregistre le tympan, eh bien, on voit que spontanément, au niveau du tympan, il y a des contractions et des mouvements du tympan qui se produisent au moment du sommeil paradoxal et pas à d'autres moments. Et donc, il semblerait que pendant le sommeil paradoxal, là aussi, il y a un embrasement de tous les systèmes, non seulement à l'intérieur du cerveau, mais aussi les systèmes sensorimoteurs qui vont donner une image de cette intensité du sommeil paradoxal et de ces phénomènes qu'on appelle les phénomènes phasiques, parce qu'ils sont brutaux. Ils se produisent ponctuellement, de façon phasique, ces phénomènes phasiques du sommeil paradoxal, donc qui signent vraiment une hyperactivité du système nerveux au moment du sommeil paradoxal, en association avec une atonie posturale complète. C'est ça qui a semblé le plus paradoxal à Michel Jouvet. Et vous voyez d'ailleurs sur cet exemple que, ici c'est la respiration, et bien vous voyez les irrégularités respiratoires et cardiaques dont je vous parlais, au moment de ces événements phasiques, donc quand il y a beaucoup de mouvements des yeux et beaucoup de mouvements du tympan, eh bien on voit qu'il y a un petit arrêt respiratoire qui ne dure pas très longtemps, mais qui donne aussi l'impression de tout ce que vit comme violence et bousculade tout l'organisme au moment du sommeil paradoxal. Voilà pour les phénomènes physiologiques au cours du sommeil paradoxal et au cours du sommeil. Et maintenant, on peut essayer de voir
ce qui se passe au point de vue mental, l'activité mentale au cours du sommeil. Et puis, on va en profiter pour parler aussi des parasomnies. L'activité mentale au cours du sommeil, elle a été étudiée en la classant sous deux items, les pensées et les hallucinations. Alors les pensées, ce sont des événements, des phénomènes cognitifs qui sont assez articulés, qu'on peut raconter facilement. Et les hallucinations, c'est défini comme des sensations, surtout des sensations d'origine endogène et qui sont semblables à des perceptions. On a vraiment l'impression de percevoir qu'il y a quelque chose dans l'environnement que l'on voit ou que l'on sent et en fait c'est hallucinatoire parce qu'il n'y a rien dans l'environnement. Donc c'est d'origine endogène. Mais ça ressemble à des véritables perceptions. Eh bien si on regarde l'occurrence des pensées pendant l'éveil actif, l'éveil calme, le sommeil lent, l'endormissement, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. On voit que, d'ailleurs, pendant l'éveil calme, on a plus de pensées que pendant l'éveil actif, ça semble normal. Et on voit qu'au fur et à mesure du sommeil et de l'endormissement, on a de moins en moins d'activités mentales qui sont de l'ordre de la pensée. Par contre, si on regarde les hallucinations, on voit que pendant l'éveil actif, on n'a pas du tout d'hallucinations, pendant l'éveil calme, un petit peu, parfois, et pendant le sommeil lent, déjà un certain nombre d'hallucinations, et pendant le sommeil paradoxal, c'est là qu'on a le maximum de sensations d'origine endogène qui ressemblent à des véritables perceptions. Donc l'activité mentale, vous voyez, au cours du sommeil, elle est moins de l'ordre de la pensée et plus de l'ordre de l'hallucination. Alors comment est-ce qu'on a pu faire ça? Bon, ça vous montre le dispositif. La personne est chez elle, elle se place un petit système sur la paupière là, et c'est en enregistrant les mouvements des yeux qu'on détermine qu'il y a du sommeil paradoxal. Vous voyez le sommeil paradoxal en enregistrant même le mouvement des yeux ou de la paupière. Et alors donc cette personne dort chez elle et on lui téléphone à un moment au hasard, puisqu'on ne sait pas dans quel état de sommeil elle est, l'appareil est près d'elle. On lui téléphone, ça la réveille et elle est d'accord pour ça. Et on lui demande à quoi elle était en train de penser. Donc elle raconte, et après elle se rendort. Et le lendemain matin, elle rapporte l'appareil au laboratoire et on prend l'enregistrement de sommeil et on voit à quelle heure on a téléphoné, à quelle heure elle a donné le récit de son vécu mental pendant le sommeil. Et donc, on voit dans quel état de sommeil elle était au moment où elle a répondu, au moment où on l'a réveillée. Donc, on arrive à faire ce genre de classement. Alors, si on regarde pendant toute la nuit où se placent ces différentes activités mentales, eh bien, il faut savoir qu'à l'endormissement, alors ça, ce sont tous des phénomènes physiologiques normaux. À l'endormissement, on a des hallucinations qu'on appelle des rêveries, mais il y a un côté hallucinatoire qui sont hypnagogiques ou hypnopompiques, c'est-à-dire souvent, c'est plus souvent à l'endormissement, tout d'un coup on a l'impression que quelqu'un a parlé dans la pièce ou qu'il y a eu un bruit ou on se réveille brutalement. Donc ça sont les hallucinations hypnagogiques. Quand c'est au réveil, ça s'appelle hypnopompique. Et puis, pendant le sommeil paradoxal, on a des rêves, une activité mentale qui est de l'ordre hallucinatoire, des rêves que les Américains appellent vivid dream, et on ne sait pas trop traduire comment, des rêves vivaces, vivants, en fait des rêves dont le scénario peut être raconté, il y a une histoire, il y a un décours, c'est parfois étrange, bizarre, la succession des événements est souvent bizarre, un petit peu pas très logique, mais il y a quelque chose à raconter. Pendant alors toujours pendant le sommeil paradoxal, parfois ces rêves ont une teneur désagréable et qui est même angoissante, et dans ce cas, on parle de cauchemar, et donc les cauchemars surviennent toujours en sommeil paradoxal. Le cauchemar, c'est un mauvais rêve, mais c'est un rêve. Et puis pendant le sommeil lent, pas tellement le sommeil lent profond, mais le sommeil lent léger, de milieu et de fin de nuit, eh bien, il y a une activité mentale, mais qui est plus de l'ordre de la pensée, qui est moins de l'ordre
hallucinatoire ou du rêve. On ne peut pas vraiment raconter une histoire comme quand on est réveillé au sortir de sommeil paradoxal. On raconte quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de scénario. C'est plus de l'ordre de pensée ou d'émotion, un peu plus flou, sans histoire véritable. Alors tout ça sont des événements qui se produisent toutes les nuits. On s'en souvient ou on ne s'en souvient pas. En général, on s'en souvient si on a été réveillé à ce moment-là. Même si on ne se souvient pas d'avoir été réveillé, c'est-à-dire si ça a duré une seconde, l'éveil, il y a une trace dans la mémoire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand on réveille les sujets, ils s'en souviennent. Donc on pense que le souvenir de cette activité mentale au cours du sommeil peut se graver dans la mémoire si on s'est un petit peu réveillé à ce moment-là. Sinon, il y a une amnésie de l'épisode. Et vous verrez que souvent, on se souvient de ces rêves du matin. Pourquoi? Parce que le matin, il y a beaucoup de sommeil paradoxal d'abord, plus qu'au début de la nuit, les phases sont plus longues, et que le matin, il y a un peu de bruit dans l'environnement, les gens commencent à se réveiller, dans la rue, il y a du bruit. Donc on a plus de chances statistiquement de se réveiller au milieu d'une phase de sommeil paradoxal ou en cours de sommeil paradoxal le matin. Donc on a plus de souvenirs de rêves du matin. Donc tout ça, c'est tout à fait physiologique. Maintenant, il y a des phénomènes qui sont pas préoccupants, mais qui sont pathologiques, on appelle des parasomnies. C'est souvent fréquent chez l'enfant et ça passe à la puberté. Des terreurs nocturnes, alors il faut savoir que les terreurs nocturnes, elles vont se produire pendant le sommeil lent profond, donc en début de nuit. Et c'est pas du tout un cauchemar, ça se produit pendant le sommeil lent. Et donc le sujet, il a un cortex qui est en onde lente, donc il dort, mais il se redresse sur son lit, il se met assis en général, et il est en proie, il a les yeux ouverts, mais il ne voit rien, il est en proie à une terreur absolument terrifiante. Souvent il hurle, il crie, et il y a une sudation importante, une respiration haletante, et en fait, c'est un épisode qui ressemble plus en fait au somnambulisme. C'est vraiment le même ordre d'épisode. Le somnambulisme, c'est aussi pendant le sommeil lent, c'est-à-dire que le sujet est endormi, il a le cerveau endormi, mais il peut effectuer des mouvements qu'il a l'habitude d'effectuer, c'est-à-dire aller dans la chambre, dans la cuisine, ouvrir le frigo, prendre quelque chose. Et en général, il revient se coucher. Il revient se coucher spontanément, et dans ce cas-là, quand il est revenu se coucher spontanément, il y a une amnésie de l'épisode, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souvenir de l'épisode, ni terreur nocturne, ni somnambulisme, si le sujet ne s'est pas réveillé, s'il s'est rendormi spontanément. Il y a aussi, mais là c'est en sommeil lent léger, le bruxisme, c'est-à-dire c'est les dents qui grincent. La somniloquie, c'est quand on parle en dormant. Et les rythmies, ce sont des balancements réguliers de la tête ou du corps qui donc se produisent pendant le sommeil lent, léger, et ce qui se voit surtout chez les enfants. Ensuite, les fonctions. À quoi sert le sommeil? Eh bien, ça c'est une question importante, notamment à cause du problème du manque de sommeil. Et du manque de sommeil, non pas de la privation totale de sommeil, mais d'un sommeil insuffisant. Alors, dans les sociétés actuelles, et le docteur Confier vous en avait parlé la dernière fois, on dort moins qu'il y a 40 ans. On est tous en dette de sommeil, c'est-à-dire qu'on a tous une heure à 1h30 de moins de sommeil que nos grands-parents. Donc, le sommeil insuffisant, ça a deux conséquences. Une conséquence à court terme, et ça, bon, on la connaît, c'est qu'on va être somnolent dans la journée, on va manquer de capacité d'attention, on va avoir une diminution des performances, et pour essayer de lutter contre tous ces problèmes, on va consommer des excitants, notamment de la caféine, et vous savez que ça lutte contre la somnolence, mais ça a d'autres effets gênants, et aussi des cigarettes. Donc, à court terme, voilà les conséquences d'un sommeil insuffisant. À long terme, eh bien, les conséquences sont plus préoccupantes. C'est le manque chronique de sommeil qui devient un problème de santé publique. On s'aperçoit que c'est un réel problème, car à long terme, ça a des conséquences non négligeables
notamment un développement de la susceptibilité à l'inflammation, avec une baisse des défenses immunitaires, un déficit métabolique avec le développement de l'obésité, probablement, le développement de diabète, ça c'est sûr, que le manque chronique de sommeil va faciliter le développement de diabète, faciliter l'hypertension avec un risque 2 fois plus élevé chez les gens qui sont très privés de sommeil, un inconfort physique qui va se manifester pendant toute la journée, des douleurs somatiques et dont on ne se rendra pas compte qu'en fait elles viennent de ce manque chronique de sommeil. Hein. On pensera que ce sont des douleurs qui se développent pour des causes vraiment physiologiques, mais en fait c'est le retentissement du manque de sommeil. Sur le plan psychologique, une fragilité émotionnelle et une dégradation de l'humeur. Et puis, sur le plan cognitif, un déficit de mémoire et de concentration. Donc vous voyez des conséquences à long terme qui sont importantes. Et pour étudier ces conséquences à long terme, alors il faut dire ici que ce tableau que je dresse, qui est assez noir, il faut tenir compte du fait qu'on n'a pas tous la même vulnérabilité à ces effets délétères du manque de sommeil. Hein. Il y a des personnes qui résistent mieux que d'autres. Alors pour étudier ce manque chronique de sommeil, il y a un nouveau modèle qui a été mis au point depuis 5 ans en Hollande, qui est la limitation du temps de sommeil chez l'animal, c'est le rat, et on lui accorde la moitié de son temps de sommeil normal pendant 8 jours. Alors 8 jours, chez le rat, ça correspondrait à environ 4 à 6 mois chez l'homme. Et la diminution est drastique, hein, la moitié du temps de sommeil. Donc c'est une diminution drastique, mais chez l'animal, on peut se permettre de faire ça pour voir de façon sans ambiguïté quels sont les troubles qui apparaissent après la limitation chronique du sommeil. Eh bien, on a une altération des comportements, c'est-à-dire qu'on a une modification de la réponse au stress et une modification de la réponse à la peur. Alors la peur entre guillemets parce que c'est une peur qui est conditionnée, c'est-à-dire que on fait quelque chose de désagréable à l'animal un jour et le lendemain on le remet dans une situation bien déterminée, on lui fait quelque chose de désagréable et le lendemain on le remet dans cette situation, donc il s'attend à ce qu'on refasse la chose désagréable, on ne la fait pas, mais il a peur. Et donc quand il est privé de sommeil, il ne répond pas du tout de façon adéquate à la peur, de la même façon qu'il ne réagit pas du tout de façon adéquate au stress. Donc il y a un manque d'adéquation des réactions normales aux événements extérieurs. Et si on regarde ce qui se passe dans le cerveau, eh bien, on voit qu'il y a effectivement une modification, une altération dans les structures qui contrôlent la réponse au stress et les émotions. Donc on peut imaginer que chez l'homme, si on fait des limitations de sommeil, bien qu'elles ne soient pas aussi drastiques, elles peuvent avoir des effets importants sur ces fonctions. Et ce qu'on remarque, c'est que le tableau comportemental et physiologique qu'on observe ressemble à ce qu'on voit dans des modèles de dépression chez l'animal. Il y a un autre point qui est important, c'est de savoir comment l'animal va récupérer de cette dette de sommeil. Eh bien, ce qu'on a observé, et ça c'était vraiment étonnant et préoccupant, c'est que la récupération des fonctions ne se fait que très lentement. Chez le rat, par exemple, qui a été limité, dont le sommeil a été limité pendant 7 jours, 8 jours, eh bien, il faut plus de 7 jours pour qu'il retrouve un fonctionnement normal. Après l'avoir autorisé à récupérer, à dormir plus pour récupérer du manque, de la dette, eh bien, même malgré tout ça, il met très longtemps à récupérer un fonctionnement normal. Et ça pose la question chez l'humain parce que dans la vie courante, on est privé de sommeil pendant la semaine, puisque peut-être on se couche tard, on se lève tôt pour aller travailler, etc. Et en fait, on se dit, bon ben, le week-end, je vais récupérer, voilà. Et en fait, probablement que les 2 jours de fin de semaine ne suffisent pas pour récupérer la dette accumulée pendant la semaine. Et c'est notamment le cas des adolescents, pour qui ce problème est très préoccupant. Donc ce qu'on peut dire en conclusion du manque chronique de sommeil, c'est que la dette de sommeil va entraîner des troubles physiologiques, on a vu cela, et que si
on ajoute à la dette de sommeil du stress, et ça a été fait chez le rat, eh bien, on a une vulnérabilité aux troubles de l'humeur, c'est-à-dire à la dépression. Hein. Si on ajoute à la dette de sommeil du stress chez le rat, eh bien, le rat va avoir le comportement d'un rat déprimé, entre guillemets, c'est-à-dire le modèle de dépression chez l'animal, on le connaît bien, et ça va mimer vraiment la dépression chez l'animal. Donc, il faut tirer de cette conclusion que le sommeil n'est pas un luxe, ça je pense que vous en êtes convaincus, et que le besoin de sommeil est un petit peu différent pour chacun et qu'il doit être respecté, c'est-à-dire connaître sa fenêtre de sommeil et respecter cette fenêtre et son besoin de sommeil. Alors, je vais terminer là-dessus parce que maintenant je pense que mon temps est terminé. Donc, les fonctions du sommeil, rapidement, c'est pas les fonctions du sommeil, puisqu'il y a 2 sommeils. On pense que les fonctions sont différentes. Pour le sommeil lent, comme il y a un ralentissement de l'activité nerveuse, on pense que le sommeil lent correspond à un moment de repos pour le cerveau. C'est le seul moment où le cerveau va fabriquer des ondes lentes et va être ralenti. Comme vous avez vu, il n'est pas ralenti pendant l'éveil, il n'est pas ralenti pendant le sommeil paradoxal. C'est le seul moment où le cerveau est vraiment ralenti, donc où il se repose. C'est le moment où il peut y avoir une restauration de l'énergie, une restauration métabolique. Et c'est aussi le moment d'une mémoire contextuelle, c'est-à-dire apprendre, on mémorise pendant le sommeil lent, on peut mémoriser une liste de mots apprises, etc., par rapport à la mémoire du sommeil paradoxal, vous allez le voir. Donc le sommeil lent a un rôle dans la mémoire, ça on le sait par des expériences d'imagerie cérébrale pendant le sommeil chez l'homme. Les fonctions du sommeil paradoxal, ça reste une énigme, car le sommeil paradoxal, avec cette recrudescence d'activité, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On pense qu'il pourrait s'agir d'une réorganisation synaptique qui est aussi liée à la mémoire, mais pendant le sommeil paradoxal, c'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire que c'est la mémoire d'apprentissage d'un système, d'une procédure, d'une façon de penser ou d'une façon de raisonner. Le sommeil paradoxal aurait un rôle dans le développement et il aurait aussi un rôle, mais là je pense que vous aurez d'autres conférences qui vous en parleront de façon plus approfondie, un rôle d'interface entre le programme génétique, c'est-à-dire le génotype, et l'expression comportementale et psychophysiologique de ce génotype, c'est-à-dire un petit peu l'image moderne, si vous voulez, de ce débat qui a été depuis et qui est encore très vaillant, de qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis dans la vie. Alors, pour en terminer, donc les mécanismes du sommeil, c'est un haut niveau d'intégration et de synchronisation, avec une interaction étroite entre les systèmes d'éveil et ceux du sommeil, et surtout un rôle du comportement dans la gestion des rythmes veille-sommeil. Vous avez vu comme j'ai insisté sur l'éveil et la gestion des rythmes veille-sommeil, et ça c'est accessible à notre volonté, hein, c'est accessible aux modifications qu'on peut y apporter, donc accédons-y pour un meilleur sommeil. Et puis, il y a aussi, au sein du sommeil, des interactions dont vous avez vu qu'elles sont extrêmement complexes entre différents systèmes qui sont constamment en balance. Et pour ce qui est de ce registre, eh bien, c'est encore du domaine, c'est pas accessible, c'est encore du domaine de la recherche et on ignore encore, et heureusement c'est ça qui est passionnant, il y a encore beaucoup de recherches à effectuer pour arriver à mieux comprendre la façon dont ça s'articule. Voilà, je vous remercie de votre attention et on va passer aux questions.